Bon, moi, du coup, je vais présenter la personne qui va faire le premier exposé, qui va introduire ce séminaire. Donc, c'est Monsieur Jean-Christophe Liatre, informaticien, directeur de recherche au CNRS, professeur à l'ENS et professeur à Polytechnique aussi. Et donc, le but de son exposé, ça va être d'essayer de parler de son parcours, en tout cas de parler de la recherche en informatique. Et donc, du coup, moi, mon but, en le présentant, c'est pas de présenter son parcours, parce que il va le faire. Par contre, je peux essayer d'expliquer pourquoi on a choisi Monsieur Filiatre comme premier exposant. Donc, comme je l'ai dit, Monsieur Filiatre, il est professeur à l'ENS et en fait, tous les exposants du séminaire, là, tous les exposants élèves du séminaire l'ont eu en professeur parce qu'il donne le cours de compilation aux licences 3 en informatique. Donc, du coup, on l'a tous eu. Et donc, pour avoir discuté avec tous les infos qui l'ont eu, on était tous unanimes pour dire que c'était un prof génial. D'ailleurs, c'est Florentin, en discutant avec lui, qui m'a donné l'idée. Et je me suis dit, bah ouais, il faut absolument qu'on l'invite en premier exposé. Et tout simplement parce que son cours était... Enfin, moi, j'avais trouvé son cours ultra bien. Bon, tout le monde, visiblement, on me dit tout le monde l'a trouvé, mais en tout cas, avec beaucoup d'efforts pour rendre le contenu le plus clair possible. Et il y avait plein de... Enfin, c'était très bien construit. Son cours était très bien construit. Les TD, pour moi, étaient très enrichissants à chaque fois. Et on avait un projet final, par exemple, qui consistait, on faisait la compilation, donc en gros, on devait créer un certain langage. Donc Florentin va d'ailleurs dans son exposé en créer un. On verra comment on peut faire. Et en tout cas, le cours était très intéressant. Et du coup, moi, ce que j'ai fait, c'est qu'à la fin du cours, je lui ai envoyé un mail juste pour le remercier pour ce cours-là. Et en tout cas, je vous conseille de faire de même. S'il y a jamais un professeur que vous trouvez qui fait un super cours, vous lui envoyez un mail pour dire que vous avez beaucoup aimé son cours. Et je pense que ça l'aidera. En tout cas, c'était ce que Monsieur Fillette m'avait répondu, que c'était grâce à ces retours-là qu'il avait encore plus envie de faire un meilleur cours. Donc, c'est une bonne dynamique, je pense, pour entraîner, pour aider à la création de super cours. Bon, maintenant, je vais vous laisser avec Monsieur Fillette. Bonjour à toutes et à tous. Merci aux organisateurs de ce séminaire, Lucia et Vadim, pour cette invitation et cette introduction bien trop flatteuse et un petit peu gênante. Donc, effectivement, je vais vous parler de mon parcours en premier lieu, comment j'en suis venu à être chercheur en informatique. Et ensuite, je vais essayer d'expliquer assez brièvement en quoi consiste le métier de chercheur en informatique, en particulier pour expliquer que non, ça ne consiste pas à réparer des ordinateurs, par exemple. Et puis, à la fin, si j'ai le temps, j'essaierai de vous expliquer ce que moi-même je fais en informatique, très brièvement et en m'adaptant à un public de lycéens, puisque c'est ce qu'on m'avait promis, mais je vois que vous n'êtes plus tous lycéens dans la salle. Alors, quand j'étais jeune, quand j'étais au collège, je voulais déjà être chercheur. Alors, pas en informatique, parce que je savais pas ce que c'était que l'informatique, j'avais jamais touché un ordinateur. Mais je voulais être chercheur, donc je soupçonne mes parents d'avoir insinué cette idée dans mon esprit, voilà. Donc, mes parents qui n'étaient pas scientifiques, qui étaient professeurs de lettres classiques en lycée et professeurs d'anglais au collège, ben, ils me parlaient néanmoins des classes préparatoires, même s'ils n'avaient pas fait ça eux-mêmes. Ils me parlaient des grandes écoles. Mon père me parlait d'anciens élèves à lui qui étaient rentrés à l'école polytechnique ou à l'ENS. Et donc, j'avais cette idée de devenir chercheur. Donc, j'adorais les maths en particulier, mais c'est marrant parce que je me souviens très bien que je me disais pas « je veux être mathématicien », je disais « je veux être chercheur ». Voilà. Et donc, ça, c'était au début des années 80, et il s'est passé quelque chose d'assez extraordinaire, c'est que les années 80, c'est l'époque des micro-ordinateurs. Donc, les micro-ordinateurs, ça n'a pas duré très longtemps, mais c'était de la fin des années 70 au début des années 90, une foultitude d'ordinateurs abordables pour les particuliers, d'accord, à une époque où il n'y avait pas encore d'ordinateurs chez tout un chacun. Donc, il y avait les entreprises, les centres universitaires avaient des gros ordinateurs bien chers, mais les particuliers n'en avaient pas. Et donc, les particuliers pouvaient commencer à acheter des ordinateurs. Alors, il y en avait plein. Il y avait les Spectrum, les ZX80, les Zorik Atmos, les TI-99 4A, les Apple, voilà, le Commodore 64 et ainsi de suite, Thomson TO7. Il y en avait plein, alors il n'y avait aucun standard, aucun de ces ordinateurs n'était compatible avec les autres, d'accord, mais néanmoins ça restait des machines que les gens pouvaient acheter et avoir à la maison. Et quand j'étais en quatrième, en 1984, il y avait déjà quelques élèves dans ma classe qui avaient des ordinateurs, je me souviens que c'était Apple IIe principalement, et en particulier ils s'échangeaient des jeux, notamment, je me souviens, et voilà, ça me fascinait l'idée d'avoir un ordinateur.
Et puis, il y a quelque chose qui a exercé encore plus ma fascination, c'est qu'à l'époque, je jouais de la musique dans l'harmonie municipale de mon village, au pupitre des percussions. Donc, au pupitre des percussions, on s'ennuie beaucoup parce qu'il faut attendre la 89e mesure pour mettre un coup de cymbale, d'accord? Et en plus, on était 4, alors bon, il n'y avait même pas du travail pour tout le monde. Mais du coup, mes collègues un peu plus âgés que moi, collègues percussionnistes, ils amenaient aux répétitions des bandes dessinées ou des trucs comme ça pour passer le temps. Et en particulier, ils amenaient un journal qui existait à l'époque, qui s'appelait Hebdogiciel, dans lequel il y avait des programmes informatiques pour tous ces micro-ordinateurs de l'époque. Vous voyez, j'ai pas menti, la liste est vraiment longue. Dans ce numéro d'octobre 84, il y avait des programmes pour Apple IIe, pour Commodore 64, pour Thomson TO7 et ainsi de suite. D'accord? C'est essentiellement des programmes. Donc, par exemple, ici, sur une page, il y avait un programme pour le Spectrum en haut et un programme pour le Thomson TO7 en bas. Alors, c'est du basique, en l'occurrence. Le plus souvent, c'était du basique. Donc, ce qui veut dire que dans tout le magazine, qui paraissait chaque semaine, il y avait un programme pour votre ordinateur, et puis les autres, vous pouviez essayer de vous en inspirer, mais c'est tout. Voilà. Et alors ça me fascinait complètement. J'avais pas d'ordinateur, mais je lisais ces trucs-là, j'essayais de comprendre. Évidemment, je comprenais rien, et ça va sans dire, mais ça me fascinait beaucoup, cette idée de programmer. Et donc, évidemment, j'ai commencé à dire à mes parents que je voulais un ordinateur. Et finalement, mes parents m'ont acheté un ordinateur. Donc, sur les conseils d'un collègue prof de physique, ils ont acheté un ordinateur de fabrication française. Oui, il y en a eu. Ça n'a pas duré longtemps, mais au milieu des années 80, il y avait Thomson qui fabriquait des ordinateurs. Donc ça, c'était celui que j'avais, enfin en tout cas le même modèle, TO770. Voilà, avec un lecteur de cassette ici, de cartouche, pardon, un lecteur de cassette pour enregistrer ses programmes, donc sur des cassettes audio à l'époque, véridique, un joystick dont vous pouvez constater que la conception était extrêmement primitive, un clavier à gomme, un stylo optique qui était caché là derrière, et puis il fallait aussi acheter un moniteur, une espèce de gros machin avec un écran cathodique, et voilà. Et tout ça coûtait horriblement cher. Donc mes parents, ils avaient payé l'intégralité de tout ça 10 000 francs à l'époque. Donc si je le ramène à des euros et en tenant compte de l'inflation, ça ferait presque 3 000 euros. Donc il faut vous imaginer que vous rentriez chez vous et vous disiez à vos parents « Je veux l'imprimante 3D, machin truc, etc. » Ça coûte 3 000 euros. Et ils n'ont qu'une vague idée de ce qu'on peut faire avec une imprimante 3D et de son potentiel créatif, mais ils vous l'achètent quand même. D'accord? Donc je reste complètement émerveillé que mes parents aient fait ça et qu'ils aient changé ma vie en achetant un ordinateur, surtout aussi cher à l'époque, et alors qu'eux-mêmes ne savaient pas vraiment ce que c'était qu'un ordinateur. Voilà. Donc c'était mon premier ordinateur. Et donc qu'est-ce qu'on pouvait faire avec ça? Eh bien, quand on l'allumait, si on avait une cartouche de BASIC dans le lecteur de cartouche, eh bien, essentiellement, on pouvait lancer un BASIC Microsoft 1.0 à l'époque. Et puis c'est grosso modo tout. Et puis évidemment, à l'époque, il n'y avait pas Internet, d'accord, ça va sans dire. Enfin, Internet existait, mais pas dans les foyers. Les navigateurs, les pages web et tout ça, ça n'existait pas. Et avec les universitaires qui se servaient d'Internet. Et donc, on pouvait écrire des programmes, et en particulier, on pouvait taper les programmes qu'on trouvait dans des revues comme Hebdogiciel. Donc, le premier soir où j'ai eu mon ordinateur, j'ai passé une grande partie de la nuit à taper ce programme-là. Je l'ai retrouvé, dans le numéro 51 d'Hebdogiciel d'octobre 84. Donc, Delos Attack, je me rappelle comme si c'était hier. Donc, j'ai tapé très péniblement, vous imaginez, je n'avais pas tapé sur un clavier, et en plus, j'ai fait plein de fautes de frappe, ce qui fait qu'après, quand je l'ai lancé, il y avait des erreurs à l'exécution, évidemment. C'était du basique, d'accord? Donc, il fallait corriger toutes les erreurs, ça a pris un temps infini. Tout ça pour à la fin avoir un petit jeu vidéo qui ressemblait à ça. C'est une vraie capture d'écran de Delos Attack sur Thomson. On peut trouver des émulateurs de ces machines aujourd'hui. Voilà. Et voilà, donc ça m'a pris un temps incroyable. Et je vous jure que c'est vrai, véridique. J'ai fait aucune sauvegarde. Je me suis pris le pied dans la rallonge. J'ai débranché mon ordinateur par accident. Je me souviens très bien l'avoir très rapidement rebranché dans l'espoir que mon programme soit encore à l'intérieur. Évidemment, il n'était plus. Voilà. Et donc j'ai retapé tout mon programme, recorrigé toutes mes erreurs. J'ai sauvegardé cette fois. Et je suis allé me coucher à 5 heures du matin. Mais ça restait une expérience extraordinaire. Je m'en souviens comme si c'était hier. Donc voilà. Donc alors, bon, j'ai passé, du coup, 2 ans, 4e, 3e, à écrire des petits programmes. Je faisais des petits jeux vidéo en m'inspirant de ce que je trouvais dans Hebdogiciel. J'avais quelques livres, pas beaucoup. Des fois, j'allais dans des librairies pour lire des livres sans les acheter sur le Thomson, puisque c'était ça la ressource principale d'information. Puis après, je suis rentré au lycée. J'ai fini par avoir un autre ordinateur plus puissant, un Atari ST. Alors lui, il avait un lecteur de disquette, une souris incroyable, même un système de fenêtrage, alors que Windows n'existait même pas. Donc ça, c'est le début
tout début des années 90. Voilà, et j'ai continué essentiellement à faire des programmes en BASIC, en assembleur aussi, sur mon Thomson, sur mon Atari ST. C'était des bonnes machines avec de très bons microprocesseurs. Le Thomson, c'était un Motorola 6809, ça c'était un Motorola 68000, de très belles architectures. Quand j'ai eu un PC par la suite, j'ai vraiment regretté mon Atari ST, quoi. Malheureusement, la période des micro-ordinateurs s'est terminée rapidement au début des années 90. Les PC ont tout emporté et c'est pas la meilleure technologie qui l'emporte, comme souvent dans l'histoire, quoi. Voilà, donc j'avais un Atari et puis le week-end, je écrivais des jeux. Oui, parce que je m'étais quand même astreint à une discipline depuis le début, une autodiscipline, pas d'ordinateur pendant la semaine. Je pense que j'avais compris assez rapidement à quel point ça peut être chronophage. Donc l'ordinateur, c'était que le week-end. Donc le week-end, je m'éclatais, voilà, mais le reste de la semaine, les devoirs, coucher à 9h. Et voilà, pas d'ordinateur le reste de la semaine. Mais il y avait les vacances aussi, évidemment. Alors ça, c'est super. Les vacances, c'est fait pour programmer jusqu'à 3h du matin, quoi. Voilà. Donc plein de petits jeux. Donc, et en particulier, j'ai eu aucun cours d'informatique, puisque ni au collège ni au lycée. Donc c'est la période tout de même où il y a eu un plan qui s'appelait Informatique pour tous, pour développer l'enseignement de l'informatique dans les collèges et dans les lycées. D'accord, grand fracas d'annonces gouvernementales et de milliards, mais ça n'a pas eu le succès escompté. Et en tout cas, dans les établissements où moi j'étais, il n'y avait pas de cours d'informatique, voilà, ni au collège, ni au lycée. Donc, je m'auto-formais comme je pouvais, bien mal, évidemment. Et voilà, on ne peut pas vraiment dire que je programmais des choses très, très sophistiquées. Et puis ensuite, ah oui, quand j'étais au lycée, j'ai découvert dans la bibliothèque de mon lycée un livre d'informatique, celui-ci, le premier volume, deuxième édition de The Art of Computer Programming de Knuth. Alors le rayon d'informatique de mon lycée était grand comme ça, d'accord. Donc je pense que j'étais en terminale et donc il y avait 10 livres, c'était complètement hétéroclite et voilà. Et puis il y avait ce livre au milieu et donc j'ai ouvert ce livre et alors là j'étais projeté dans un univers complètement fou, quoi, complètement farfelu, totalement différent de ce que j'imaginais. Dans ce livre, il y a de l'algorithmique, il y a des maths, d'accord, il y a des preuves, il y a tout ce que je peux imaginer. Donc, grosso modo, je comprenais rien aux 3/4 de ce qu'il y avait dedans, ou plus encore. Parce qu'il y avait même des formules de maths que je ne savais même pas encore, dont j'avais même pas encore appris à les manipuler au lycée. Mais il y avait quand même, dans l'intérieur de ce livre, la description d'un ordinateur hypothétique inventé par l'auteur pour enseigner la programmation avec un assembleur qui était décrit. Et alors ça, j'arrivais à comprendre parce que j'avais déjà fait de l'assembleur et du coup, j'essayais de comprendre quand même les programmes que je voyais là-dedans, voilà, même s'il y avait plein de notions qui m'étaient complètement étrangères, comme des arbres par exemple. Voilà. Et donc je lisais, j'avais l'impression d'être un aventurier dans un territoire complètement inconnu, ou un archéologue en train d'essayer de déchiffrer des hiéroglyphes. C'était voilà. Et je garde un très bon souvenir et je suis resté un très très grand fan de cette œuvre majeure de l'informatique. Évidemment, à l'époque, je ne savais pas que c'était une œuvre majeure de l'informatique que j'étais en train de lire. C'était juste un livre que j'avais trouvé sur une étagère. Et puis ensuite, après le lycée, donc je suis rentré en classe préparatoire. Donc ça, c'était au lycée du Parc à Lyon, parce que j'ai grandi dans la banlieue lyonnaise. Et là, enfin, j'ai eu des cours d'informatique. Alors, c'était pas beaucoup, c'était 2 heures de travaux pratiques tous les 15 jours, d'accord. Et au concours, il n'y avait pas beaucoup d'informatique, il y avait des écoles, il n'y avait même pas d'épreuves, et il y avait quelques écoles avec des épreuves, mais des tout petits coefficients, voilà. Et on faisait du Pascal, d'accord, et on faisait, en l'occurrence, avec Borland Turbo Pascal, d'accord, sur des PC, voilà. Et alors, un Pascal, un très bon langage, soit dit en passant, pour l'enseignement. Elle est tombée complètement en désuétude, c'est fort dommage. En tout cas, pour apprendre l'informatique, c'était très bien. Et j'ai eu la chance d'avoir un professeur d'informatique exceptionnel. Donc, il s'appelait Olivier Marguin. Il est à la retraite aujourd'hui. Il était maître de conférence à l'université Lyon 1. Et il venait au lycée du Parc pour faire cette épée d'informatique en classe préparatoire. Et ces travaux pratiques étaient vraiment en tout point merveilleux. On faisait des choses extraordinaires. On écrivait des programmes pour calculer 1000 décimales de pi, pour animer la roue de Lorentz, pour trouver le nombre de solutions du problème des n-ren. D'accord ? Que des TP comme ça, absolument fabuleux, avec des énoncés très courts qui tenaient sur une petite page de papier. Et en 2 heures, on pouvait faire quelque chose de complètement non trivial et on pouvait être émerveillé par son propre programme. Et c'est ça que doit être un TP d'informatique dans un monde idéal. TP d'informatique, c'est pas calculer la somme des
100 premiers entiers, parce que tout le monde sait que ça fait 5050, puis on peut le faire avec sa calculatrice si on est courageux, ou on peut le faire avec un peu d'astuces arithmétiques comme le petit Gauss dans la légende. Ça, c'est pas un TP d'informatique. Donc un TP d'informatique, c'est écrire un programme pour résoudre quelque chose de non trivial, quelque part on ne pourrait pas faire autrement. Donc voilà, donc c'était pas beaucoup de cours d'informatique, mais c'était de très bons TP d'informatique avec un excellent enseignant. Après, j'ai passé les concours, puis j'ai eu la chance d'être admis à l'ENS, ici, et où là, il y avait la promesse de cours d'informatique. Et donc, j'étais très impatient. Et en particulier, pendant que j'étais en prépa, j'avais dévoré, je ne sais combien de fois, la plaquette de l'ENS Ulm, qui était dans ma chambre d'internat. Je pense que j'ai lu 2000 fois, d'accord. Et puis dedans, le département d'informatique était présenté, et certaines équipes de recherche étaient présentées. Et en particulier, il y avait une équipe qui faisait de l'intelligence artificielle. Alors ça me fascinait complètement. Je pense que j'avais dû voir trop de fois 2001, l'Odyssée de l'espace, quand j'étais lycéen. Mais c'était une idée complètement fascinante, et c'est ce que je voulais faire. Je voulais faire de l'intelligence artificielle. Alors, pour l'anecdote, quand je suis rentré à l'ENS, les premiers jours, on avait des visites de labo, entre autres. Et en particulier, un chercheur qui nous a fait visiter le laboratoire d'informatique. Et donc, moi, je lui pose une question pendant la visite. Et je dis, les gars qui font de l'intelligence artificielle, ils sont où? Et alors là, il m'a regardé, je me rappelle très bien, avec un petit air de mépris. Il m'a dit, ils sont partis, oublie cette idée. D'accord? Donc, il faut comprendre, pour replacer les choses en perspective, que l'intelligence artificielle avait fait plein de promesses dans les années 80, qui n'ont pas toutes été tenues, il faut croire, et a été très ringardisée ensuite, notamment dans les années 90, puisque là, on était en 92. Et voilà, et donc ceci explique cela. Alors aujourd'hui, l'intelligence artificielle à la cote, d'accord, et vous le savez, et les chercheurs qui ont fait cette longue traversée du désert sans lâcher l'affaire, eh bien, ils ont bien eu raison, d'accord, ils sont récompensés aujourd'hui, mais je peux vous dire que pour eux, ça a été vraiment long, quoi. Voilà. Quoi qu'il en soit, donc j'étais déçu, j'ai mis mon rêve de faire de l'intelligence artificielle de côté, et puis j'ai fait de l'informatique. Jusqu'à l'orgie, d'accord, une orgie complète d'informatique. J'ai pris tous les cours d'informatique qu'il y avait à l'ENS, d'accord. Donc, bon, je faisais plus de maths du coup parce que j'avais plus le temps. Et puis j'en ai tellement pris que j'ai même validé mon L3 et mon M1 la première année parce que finalement suivi assez de cours. Alors, maintenant, on ne s'autorise plus à faire ça aux élèves de l'ENS. Et c'est pas si mal en fait. Mais voilà. Donc j'ai suivi plein de cours d'informatique et en particulier j'ai eu des profs extraordinaires. Donc j'aimerais en mentionner 3. J'ai eu beaucoup de profs. Vraiment très bien, mais Guy Cousineau, Gérard Huette, Xavier Leroy, que j'ai eu comme professeur en première et en deuxième année, dans des cours différents. C'était vraiment de grands chercheurs, mais aussi de grands enseignants. Et il se trouve qu'en particulier, tous les 3, ils ont collaboré à la construction d'un langage de programmation qui s'appelle Camel, donc je suis devenu un grand fan. Je peux vous raconter quand même que, pour la petite anecdote, que la première fois que j'ai entendu parler de ce langage, c'était Guy Cousineau qui nous enseignait Camel en cours, puis avec Xavier Leroy qui nous faisait des TP, on était à bonne école, hein. Et bien on râlait, je me souviens très bien, avec quelques collègues de la promotion, on disait oh, c'est quoi ce langage et tout, etc. J'ai honte maintenant, c'est sûr. Et que voilà, mais bon, avec le temps, on se rend compte que quand on a 20 ans, on croit qu'on sait plein de choses, en particulier si on bidouille déjà un peu, on croit qu'on sait programmer, on croit qu'on connaît les langages de programmation, et surtout on croit que tel langage de programmation est meilleur que tel autre langage de programmation, ce qui n'a aucun sens, mais néanmoins on le croit quand même. Donc voilà, a posteriori j'ai vraiment honte de mon attitude, mais voilà. Bah non. Au moins j'ai un petit peu d'indulgence quand j'entends des élèves discuter de langage de programmation à la pause par exemple. Je me dis que finalement j'étais comme eux, j'ai rien à dire. Voilà, donc j'ai eu de très grands profs d'informatique qui m'ont appris beaucoup. Donc ce langage Camel, en l'occurrence, j'ai appris à l'aimer et maintenant c'est mon langage préféré, je l'utilise tous les jours et tout, etc. Donc, voilà. Et je l'utilise pour enseigner notamment. Et puis pendant cette première année, je suivais tous ces cours, il est arrivé un moment où il fallait trouver un stage en informatique. Alors, à l'époque, il n'y avait pas d'Internet, de trucs comme ça, etc. Enfin, si, il y avait Internet, mais bon, il n'y avait pas de page web, de site web, etc. C'était juste pour télécharger des fichiers à l'autre bout du monde, c'est tout. Et donc, les offres de stage, c'était des feuilles imprimées qu'on donnait aux élèves. Un enseignant nous a donné, voilà les propositions de stage, et quelque part, c'était un peu la foire d'empoigne. Les élèves en informatique, ils se partageaient les stages qui étaient proposés. Et parmi les stages qui étaient proposés, il y avait un stage qui était proposé par une certaine Christine Paulin, qui était chercheuse au CNRS, au laboratoire d'informatique de l'ENS Lyon, à l'époque.
et qui proposait un stage autour de la démonstration assistée par ordinateur. Et là, dans mon esprit, démonstration assistée par ordinateur, intelligence artificielle, c'était pareil, rien à voir évidemment, vous le savez sûrement déjà, pour certains d'entre vous, mais pour moi, c'était quelque part la chose qui se rapprochait le plus, et ça m'a attiré, quoi. D'accord ? Et donc j'ai fait ce stage où on faisait effectivement de la démonstration assistée par ordinateur. Donc Christine Paulin, avec Gérard Huette que j'ai mentionné juste avant, et un troisième chercheur, Thierry Coquan, ils ont conçu dans les années 80 un système logique qu'on appelle le calcul des constructions inductives et sur lequel un logiciel est basé qui s'appelle Coq et qui permet de faire de la démonstration assisté par ordinateur, c'est-à-dire on écrit des énoncés de théorèmes, on écrit des preuves et la machine vérifie que ces preuves sont légales, donc elle crie si c'est pas bon, et puis elle nous dit si c'est bon, et si on arrive jusqu'à la fin de la preuve, on est très content. Et donc ça m'a beaucoup plu de faire ça, rien à voir avec l'intelligence artificielle, mais ça m'a beaucoup plu. Mais je reste assez frappé que finalement ce que la branche de l'informatique que j'ai choisie, et ce que finalement j'ai fait plus tard a été en fait conditionné par le choix d'un stage et qui s'est fait pour des raisons finalement assez subjectives. Alors je sais qu'aujourd'hui on incite les élèves à faire plus de stages et plus de stages dans des domaines différents, en particulier pour qu'ils aient voilà, une plus grande amplitude de choix potentiel, et je pense que c'est une bonne chose. Je ne regrette pas du tout ce choix, bien au contraire, mais ça me frappe toujours beaucoup de voir pourquoi certains étudiants ont choisi cette branche de l'informatique plutôt que celle-ci, en particulier à cause d'un choix initial de stage. En général, ça se passe très bien. Voilà. Et donc, ça m'a beaucoup plu, à tel point que l'année d'après, j'ai demandé à Christine si je pouvais faire une thèse avec elle, et elle m'a proposé une thèse autour du sujet de la preuve de programme dans le cadre de l'assistante preuve Coq, et ça m'a beaucoup plu, parce que moi, j'ai toujours aimé programmer, et donc cette idée de prouver des programmes plutôt que de prouver des énoncés de mathématiques, j'ai trouvé ça extrêmement excitant. Et donc, je me suis embarqué donc, dans une thèse sur ce sujet-là. Et puis, pendant que j'étais en thèse, il y avait un post-doctorant américain, qui s'appelle Chet Mercy, qui travaillait dans l'équipe Coq, et lui, il travaillait à tout refaire, d'accord ? Il réimplémentait tout le système Coq à partir de zéro, sur les fondements logiques, les mêmes fondements logiques, mais il refaisait une implémentation voilà, à partir de zéro, extrêmement ambitieuse, avec des tas d'idées géniales, et c'était un excellent programmeur. En fait, c'est même le plus grand programmeur que j'ai jamais rencontré. Pour la petite anecdote, ce gars, après, il est parti chez IBM, et où il a fait plein de choses extraordinaires, et en particulier, il a débugué Deep Pure Blue 1 heure avant son match historique en 97 contre Garry Kasparov, d'accord, qui était la première victoire d'un ordinateur sur un champion du monde d'échecs. Voilà. Alors, quand on l'interroge, il est très modeste, il dit non, mais c'est pas le jeu d'échecs, il était bugué, machin. Mais bon, néanmoins, il l'a fait quand même, hein, sinon l'histoire aurait été différente. Mais alors, ce gars, donc pour des raisons personnelles, il est parti, avant d'avoir fini cette nouvelle implémentation magnifique de Coq, il est parti travailler chez IBM aux États-Unis. Et donc, il a laissé son chantier en plan, mais comme c'était un beau chantier, il s'agissait de le finir. Donc, moi, j'ai passé une partie de ma thèse, sans doute un peu trop longue, à comprendre et à essayer de continuer ce qu'il avait entrepris. Et puis, une fois que j'ai eu soutenu ma thèse, en juillet 99, j'étais censé partir en postdoc aux États-Unis, dans la Silicon Valley, à Palo Alto, pour un an, pour une année universitaire, pour faire un postdoctorat. Mais mon épouse, elle était enceinte à l'époque de notre premier enfant, et l'idée d'accoucher aux États-Unis, ça lui disait pas trop. Et du coup, on s'est dit, bon, on va partir plus tard, on partira en janvier. Du coup, j'avais rien à faire pendant 4 mois, de septembre à décembre. Et du coup, ma directrice de thèse, Christine, elle m'a dit, si tu veux, je te paye pour terminer cette implémentation que Chet avait commencé. Alors, c'est même fait plus que ça, parce que j'avais des idées quand même pour changer un petit peu ce que Chet avait entrepris. Et du coup, j'ai été payé pendant 4 mois juste pour programmer. D'accord ? Et en plus, pour programmer un truc hyper cool comme l'assistante preuve Coq. Donc, c'est une expérience extraordinaire. Évidemment, ça ne m'est plus jamais arrivé dans ma vie de pouvoir programmer un seul truc pendant une période aussi longue. En fait, ça ne m'est plus jamais arrivé de le faire même pendant une semaine, malheureusement. Mais là, c'était pendant 4 mois. Et donc, pendant 4 mois, j'arrivais au labo et je faisais que coder pendant 9 heures. Je rentrais chez moi, j'étais crevé et tout. Là, je mangeais, je dormais, puis je revenais le labo, puis je faisais pareil. Et j'ai fait ça pendant 4 mois. Et ça m'a beaucoup plu. Voilà. Et ça a été ma contribution au logiciel Coq. Puis après, je suis effectivement parti en post-doctorat, où j'ai fait un petit peu des choses un peu encore dans le domaine de la démonstration assistée par ordinateur, mais un petit peu différentes.
Voilà. Alors, et puis, après mon postdoctorat, j'ai été finalement recruté au CNRS en 2001, et donc, depuis, je suis chercheur en informatique au CNRS. Et donc, maintenant, je vais essayer, dans cette deuxième partie, de vous expliquer un petit peu en quoi ça consiste. Alors, très précisément, je travaille à l'Université Paris-Sud, dans un laboratoire qui s'appelle le LRI, pour le laboratoire de recherche en informatique, donc il s'appelle comme ça parce que c'était le premier qui a été créé en France, donc ils ne sont pas fatigués, ils l'ont appelé laboratoire de recherche en informatique. D'accord. Donc à l'Université Paris-Sud, il y a plein d'autres disciplines que l'informatique, mais l'informatique en particulier. Donc, ce laboratoire, il est affilié au CNRS, d'accord. En particulier des chercheurs comme moi qui sont chercheurs au CNRS peuvent y travailler, mais aussi des enseignants-chercheurs de l'université, des maîtres de conférences, des professeurs, d'accord, certains de mes collègues. Et puis, il y a aussi en informatique un autre institut de recherche publique, comme le CNRS, qui s'appelle l'INRIA. Et il se trouve que dans ce labo, il y a aussi des chercheurs qui sont des chercheurs de l'INRIA. Donc, ça commence à être un peu compliqué. Et puis, moi, je travaille dans une équipe VALS où il y a des chercheurs de l'INRIA, mais pas tous. Il y a des chercheurs au CNRS comme moi, puis des enseignants-chercheurs de l'université. Donc, c'est extrêmement compliqué à expliquer, même à des Français. Et on renonce à l'expliquer à des étrangers, évidemment, parce que c'est beaucoup trop compliqué. Mais voilà. Donc, ça pour dire qu'en informatique, eh bien, on peut être, quand on est chercheur, on peut être au CNRS, mais on peut être aussi à l'INRIA, on peut être aussi enseignant-chercheur dans une université, et dans mon équipe, on est ainsi mélangés. Alors, que font les chercheurs en informatique? Évidemment, ils essaient de résoudre des problèmes, d'accord, mais des fois, ils se contentent d'en identifier, c'est déjà très bien, d'accord, parce que construire un agenda scientifique à plus ou moins long terme, c'est aussi difficile, et c'est très important pour la communauté. Et donc les chercheurs essaient de résoudre des problèmes, mais aussi de les identifier. Alors, une fois qu'ils ont réussi à identifier des problèmes ou à les résoudre, ils sont tout contents, ils écrivent des articles, et puis ils les envoient à d'autres chercheurs qui les évaluent. Voilà. Parce que c'est un principe fondamental de la recherche, qu'il n'y a que d'autres chercheurs qui peuvent comprendre ce que des chercheurs ont fait, et du coup, pour juger de la qualité du travail, il faut que ça soit fait par d'autres chercheurs. Ce qui veut dire qu'inversement, le travail des chercheurs, c'est aussi évaluer les articles des autres. Alors on le fait anonymement, parce que sinon, ça serait vite une foire d'empoigne entre les chercheurs. Donc on envoie son article à une conférence, une revue, puis ils nous reviennent des commentaires anonymes. Des fois, on peut deviner qui c'est, mais voilà. Et en nous disant, c'est bien, mais bon, c'est vraiment nul, etc. Alors, c'est souvent très, très négatif, c'est extrêmement déprimant, de ce point de vue-là, le métier de chercheur. Là, c'est assez rare qu'on vous dise « Oh, c'est génial, votre truc » et tout. On l'accepte sans condition. Donc, voilà. Même quand c'est accepté, on dit « C'est accepté, mais il faudrait faire ça, et ça, et ça, et changer ça, comme ça, et tout. » Donc, voilà. Donc, ça déprime un petit peu les chercheurs. Alors, que font les chercheurs aussi? Ils participent à des séminaires, par exemple des séminaires d'équipe, des séminaires dans d'autres laboratoires. Évidemment, ils font des exposés dans des conférences. Si notre article a fini par être accepté, on va le présenter. Ça, c'est quelque chose de très, très agréable dans le métier de chercheur. On voyage, voilà, un peu partout dans le monde, et on ne paye pas ses billets d'avion et ses chambres d'hôtel. Et puis, on rencontre d'autres chercheurs, voilà, avec qui on discute, puis on fait des exposés, etc. Donc ça, c'est la partie très agréable aussi du métier de chercheur. On encadre des stagiaires, niveau L3, M1, M2, des doctorants. Donc, moi, à l'heure actuelle, j'encadre un doctorant, Mario, qui est ici dans la salle. Voilà. Et ça, ça fait partie de la partie très, très intéressante du métier de chercheur. Et après, il y a des parties un peu moins intéressantes dans le métier de chercheur. D'accord. En particulier, il faut chercher de l'argent. Donc, les chercheurs, ils ne font pas que chercher à résoudre des problèmes, ils cherchent aussi de l'argent. Donc, par exemple, il faut demander de l'argent à l'Association nationale de la recherche ou à la communauté européenne. Alors, il faut écrire des dossiers, on nous dit oui, on nous dit non. Quand on nous dit oui, on nous donne la moitié seulement de ce qu'on a demandé. D'accord. C'est pour ça qu'il faut demander le double en premier lieu. Voilà, on écrit des rapports pour expliquer ce qu'on a fait avec l'argent, on écrit des rapports d'activité très régulièrement. Par exemple, au CNRS, moi, chaque année, je dois expliquer factuellement ce que j'ai fait dans l'année qui vient de s'écouler. Et puis régulièrement, on me demande même d'écrire un document plus ambitieux en expliquant ce que je vais faire ce que je compte faire dans les années qui viennent. Voilà. Et puis il faut aussi participer à l'administration de la recherche. Par exemple, quand on recrute de nouveaux chercheurs, il y a des comités qui sont formés de chercheurs qui se réunissent et qui évaluent les candidatures et plein d'autres choses encore. Donc tout ce que je viens de dire là, c'est pas propre à l'informatique, d'accord? C'est propre au métier de chercheur en général, pour beaucoup de disciplines. Mais que font les chercheurs en informatique? Alors la liste serait trop longue, donc j'ai pris quelques petits exemples. Mais par exemple, les chercheurs en informatique inventent de nouveaux algorithmes. Ça déjà, c'est très large dans son contenu, parce qu'il y a beaucoup de domaines. Par exemple, il y a des chercheurs dont la spécialité, ce sont les bases de données. Et donc, ils inventent de meilleurs algorithmes pour qu'on puisse faire des requêtes
efficace dans des bases de données de plus en plus grosses. Vous vous doutez bien que derrière les GAFA et derrière les sites web que vous connaissez, les Amazon, les Facebook et compagnie, il y a des gigantesques bases de données et qu'on fait des recherches dedans et qu'on n'a pas envie d'attendre devant son ordinateur. Donc il y a des chercheurs qui font ceci. Par exemple, il y a des chercheurs qui font de la cryptographie. Si vous allez sur un site web sécurisé, derrière il y a plein de cryptos. Ça, c'est des chercheurs qui ont fait ceci et des chercheurs en informatique en particulier. Voilà. Donc voilà, par exemple, il y a aussi des chercheurs qui se posent la question de savoir si je vous donne 4000 ordinateurs, est-ce que vous pouvez faire la même tâche 4000 fois plus vite? D'accord? Par exemple, je vous donne toutes les pages web du monde entier, ça fait un paquet, d'accord? Et vous voulez savoir combien de pages web qui sont écrites en français. D'accord? Il y a tellement de pages que si vous voulez compter le nombre de fois que, je sais pas, tel mot apparaît dans ces pages-là, un peu plus intéressant. Voilà. Donc là, il y a tellement de pages que si vous le faites avec un ordinateur, ça va prendre très longtemps. Maintenant, si je vous donne 4000 ordinateurs, est-ce que vous pouvez le faire 4000 fois plus vite? D'accord? Donc des fois, la réponse est oui, dans certains calculs. Des fois, la réponse est non. Et puis voilà. Et quoi qu'il en soit, il faut quand même arriver à le faire. Donc ça, c'est du métier pour les chercheurs. Donc je pourrais énumérer ainsi des tas et des tas de domaines très variés de l'informatique dans lesquels, en particulier, on invente de nouveaux algorithmes. Et puis, qu'est-ce qu'on fait aussi? On invente de nouveaux langages de programmation. Donc l'immense majorité des concepts qu'on trouve dans les langages de programmation, et même certains de ces langages, ont été inventés par des chercheurs. D'accord? De temps en temps, un langage de programmation est inventé par un gars dans son garage qui n'est pas un chercheur, et ça arrive, et des fois même ça a du succès, mais néanmoins, pour l'essentiel, ce sont des chercheurs. Et donc, les chercheurs qui travaillent dans le domaine des langages de programmation, ils se posent la question de savoir si on peut trouver de meilleurs langages qui soient, par exemple, plus expressifs, ou qui soient 2 fois plus courts d'écrire la même chose, mais aussi, par exemple, des langages dans lesquels un certain nombre de bugs qui reviennent trop régulièrement ne soient, par exemple, plus du tout possibles. D'accord? Ou alors, ou le soit en tout cas un petit peu moins, ou alors que le programmeur soit averti. Et ça peut être extrêmement compliqué. Voilà. Et puis les chercheurs en informatique, il leur arrive pour certains de développer des logiciels. Par exemple, je vais expliquer que Coq était un logiciel développé par des chercheurs, mais il y a plein d'autres exemples. Et alors là, c'est une question intéressante, parce qu'on pourrait se dire, a priori, les chercheurs, ils n'ont qu'à concevoir un nouvel algorithme, un nouveau système logique, puis après, ils n'ont qu'à passer ça à des ingénieurs qui vont tout coder. Mais non, ça ne marche pas comme ça, parce que pour des logiciels aussi complexes, finalement, il n'y a que les chercheurs qui les ont conçus qui arrivent à comprendre plus ou moins ce qui se passe, d'accord? Et puis aussi parce que ces logiciels, ils évoluent avec la recherche, c'est-à-dire, aujourd'hui encore, les gens qui travaillent sur le logiciel Coq, eh bien, ils s'en servent comme un terrain d'expérimentation pour implémenter de nouvelles idées, le faire évoluer, etc. Et le logiciel bouge avec les travaux des chercheurs. Et cette idée de développement, c'est une idée, c'est une partie de l'informatique qui est très importante et qu'il faut bien comprendre, c'est que l'informatique, c'est par certains aspects une science, mais c'est aussi une technique. Donc, parce que la partie technique, c'est la programmation. Donc, par exemple, il y a des chercheurs qui ne programment jamais, d'accord, et qui restent sur la partie complètement, on va dire complètement scientifique de l'informatique, c'est tout à fait respectable, et leur travail est tout à fait analogue à celui d'un mathématicien. D'ailleurs, la frontière entre chercheur en informatique et mathématicien est très très floue, d'accord. Je pense même pas qu'on puisse la tracer aujourd'hui. Et puis il y a des chercheurs qui programment, il y a des chercheurs qui aiment programmer comme moi, d'accord, et soit pour écrire des logiciels en rapport avec leur travail de recherche, et voilà, soit ou même de temps en temps pour faire des petites expériences ou des choses comme ça, ou parce que finalement le propos de d'une majorité de nos articles, c'est de parler de la programmation d'une façon directe ou indirecte. Mais la programmation, c'est pas une science, d'accord? On ne peut pas enseigner la programmation en amphi, d'accord? Et voilà. Donc il y a des tas de choses qu'on peut enseigner dans un cours magistral, mais la programmation, c'est pas possible. Donc moi j'aime bien prendre le parallèle suivant quand j'enseigne. Je dis si j'étais pâtissier ou menuisier, je pourrais pas vous apprendre à faire des macarons ou à faire des commodes Louis XV avec des tiroirs à queue d'aronde, d'accord, dans un amphi. C'est juste impossible, d'accord. Il faut que vous rentriez chez vous et que vous le fassiez une fois, 2 fois, 3 fois, etc. Et il faut que je le fassiez pendant des années et des années. Voilà. Donc, il ne faut pas que ça déprime qui que ce soit ici l'idée de faire de la programmation, au contraire. Mais ça prend très longtemps. Donc, j'aime bien mettre ça en parallèle avec le travail des artisans, parce que les artisans, ils vous disent, quel que soit leur métier, que ça leur prend 15 ans de faire leur apprentissage, 15 ans de faire leur maîtrise,
Et après, dans les 15 dernières années de leur carrière, ils transmettent tout ce qu'ils ont compris. Pas ce qu'ils ont appris, ce qu'ils ont compris. D'accord ? Pendant leurs 15 ans de maîtrise. Donc si on commence à 15 ans, à 30 ans, on commence à maîtrise, à 45 ans, on commence la transmission. Donc moi, là, voilà, depuis quelques années, je me trouve dans le dernier tiers de cette vie d'artisan voilà, qui est celle d'un programmeur, entre autres. Et j'essaie de transmettre les choses que j'ai comprises en matière de programmation. Voilà. Donc parce que les chercheurs peuvent être aussi des enseignants. Donc à l'université, les enseignants-chercheurs que j'ai mentionnés tout à l'heure, les maîtres de conférences et les professeurs, eux, ils ont dans leur statut 50% d'enseignement à faire. Et ça représente beaucoup. Un maître de conférence, c'est 192 heures d'équivalent TD à faire dans une année, c'est beaucoup. Voilà, et en théorie, il est censé leur rester 50% de leur temps pour faire aussi de la recherche. Donc voilà. Mais quand on est chercheur à l'INRIA ou au CNRS, comme moi, ben on peut aussi enseigner si on a envie, d'accord. Et comme moi j'adore ça, ben je le fais, d'accord. Et voilà. Et donc en particulier, on peut enseigner son domaine de recherche, ce que beaucoup de chercheurs font dans des masters, typiquement dans des écoles d'été, voilà. Et destinés à des doctorants. Mais il faut aussi enseigner l'informatique à des L1, L2, L3, d'accord, et enseigner des choses plus élémentaires. La programmation, l'algorithmique élémentaire, des choses comme ça. Et donc, c'est aussi des chercheurs et des enseignants-chercheurs qui font ça. Je le fais moi-même et j'adore ça. Et j'ai même eu l'expérience d'enseigner la programmation à des jeunes de 3e qui étaient en stage au labo pour une semaine. Vous savez que les jeunes de 3e, maintenant, ils doivent faire des stages d'observation. Et donc, j'ai fait cette expérience intéressante d'enseigner la programmation à des jeunes de 3e, alors juste en 5 jours, hein, d'accord. Donc, ils savent pas programmer le lundi matin, puis on essaie d'apprendre à programmer. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On prend Python, puis on fait des petits problèmes de mathématiques qu'on trouve sur ce site merveilleux qui s'appelle le projet Euler. Et alors, donc il y a des problèmes très très difficiles sur ce site-là, mais aussi des problèmes très faciles pour les débutants. Il y en a plusieurs dizaines. Et donc, on peut apprendre à programmer en faisant des petits programmes qui calculent un nombre. Après, on le met sur le site, puis le site nous dit oui, c'est bon ou non, c'est pas bon. Et c'est extrêmement, une façon extrêmement efficace d'apprendre à programmer parce qu'on peut faire ça avec très peu de construction. Et ça, j'ai été très très content quand j'ai découvert ça, en particulier, enfin, cette façon d'apprendre à la programmation à des jeunes, des collégiens, finalement, du même âge que moi j'avais quand j'ai commencé. Parce qu'on pourrait se dire que finalement, en 2018, avec des jeunes qui sont nés avec Internet, qui savent dire bug à 3 ans, ça reboot à 4 ans, en parlant de leur Freebox, etc., et qui sont inondés de jeux vidéo tous plus déments les uns que les autres, qu'apprendre à programmer dans ce contexte-là, c'est trop déprimant, d'accord? Si on va programmer un petit jeu vidéo, il sera jamais aussi bien que tous ceux qu'on connaît. Mais en fait, non, c'est pas vrai. On peut prendre sur l'étagère un langage existant comme Python, tout à fait analogue au Basic Microsoft 1.0 que j'avais au milieu des années 80, et puis écrire des petits programmes dans des fragments de langage tout aussi simples, et finalement s'amuser à écrire des programmes intéressants qui font des choses intéressantes. Donc ça, c'est assez mathématiquement connoté, mais on peut écrire des petits programmes qui font aussi des petites choses qui sont moins mathématiques et tout aussi amusantes. Et ça, je trouve ça vraiment, vraiment rassurant que ce soit possible de faire ça encore aujourd'hui, finalement, dans circonstances tout à fait égales. Ok ? Donc, si je comprends bien, il me reste plein de temps, il me reste 3/4 d'heure, donc je vais pouvoir essayer de... C'est ça ? Et, une demi-heure. Voilà. Et donc, dans la demi-heure qui nous reste, je vais essayer d'expliquer ce que je fais moi en recherche. Donc, je l'ai brièvement évoqué tout à l'heure. J'ai dit que je faisais de la preuve de programme, puisque c'est ce qu'on m'avait proposé de faire en thèse, et c'est le domaine dans lequel je suis resté. Alors, pour essayer d'illustrer, de motiver la nécessité de prouver des programmes, je vais prendre un exemple très célèbre qui a pour sujet l'algorithme suivant. Donc, je vous donne une liste de nombres qui sont triés par ordre croissant. Et donc, ces nombres, ils sont rangés dans la mémoire de mon ordinateur, dans des cases consécutives. On appelle ça un tableau. Ces cases, elles sont numérotées. Donc, ici, il y a 8 cases. Elles sont numérotées à partir de 0, parce que les informaticiens, ils numérotent à partir de 0. Voilà. Et puis, je vous donne un nombre, par exemple 1000, et vous devez me dire que oui, il est dans cette liste, dans telle case, ou non, il n'est pas dans cette case. Donc, bien sûr, on peut les chercher linéairement. Ici, il y en a tellement peu que c'est instantanément, on connaît la solution, mais il faut que vous imaginiez qu'il y ait 1 million ou 1 milliard de nombres, et ça devient plus intéressant. Évidemment, comme les nombres sont triés, c'est très facile. Il suffit de regarder au milieu, d'accord, on trouve 42 en l'occurrence, et puis comme 1000 c'est plus grand, ben on cherche à droite, ça tout le monde le sait, puisqu'on a joué quand on était enfant à devine le nombre que j'ai dans la tête, non, il est plus grand, non, il est plus petit, et on a bien vite compris qu'il
Il fallait commencer par 50, après 75, 62, et ainsi de suite, pour aller rapidement. Et si on fait ça, ça marche très bien, parce que s'il y avait 1 milliard de nombres, vous n'aurez jamais plus besoin de 30 comparaisons, d'accord, pour trouver si le nombre est dans le tableau ou pas. D'accord, donc c'est un algorithme extrêmement efficace qu'on appelle la recherche dichotomique. Et donc cet algorithme, il a été publié pour la première fois en 1946, d'accord, avec des bugs. Il a été publié pour la première fois sans bug en 1962. Déjà, il s'est passé un certain temps pour qu'on s'aperçoive que, en fait, on s'est un peu trompé. Pourtant, ça a l'air simple, hein, dit comme ça. Et donc ça, c'est pas très rassurant. Mais ce qui est encore moins rassurant, c'est d'apprendre qu'en 2006, on a trouvé un bug dans la bibliothèque standard du langage de programmation Java qui implémentait exactement cet algorithme de recherche dichotomique dans un tableau trié, d'accord, et donc en 2006. Alors le bug, c'était un petit peu subtil, il était lié au fait que si on a un tableau très grand, plus d'1 milliard d'éléments, et puis qu'on est en train de chercher entre 2 indices, qui s'appellent low et high ici, eh bien, le programme, il calculait le point central de ce segment-là en faisant la moyenne de ces 2 nombres. Et puis ensuite, on regarde la valeur qu'on trouve à cet endroit-là, puis on dit si elle est plus grande, je fais ceci, si elle est plus petite, je fais cela. Et alors, il se trouve que dans le langage Java, les entiers, ici, le type int de Java, ils ont une précision limitée, ils ne peuvent pas dépasser 2 puissance 31-1. Et du coup, si ces nombres étaient un peu grands, d'accord, c'était encore représentable, mais quand même grand, au-delà d'1 milliard, eh ben, il se pouvait très bien que la somme ne soit pas représentable. C'est ce qui est arrivé, d'accord. Et alors là, c'est la catastrophe dans la machine, parce que, en fait, la somme n'est pas représentable, mais l'ordinateur, il nous dit rien du tout. En l'occurrence, ici, il calcule un nombre négatif, parfois, et puis ensuite, on le divise par 2, c'est négatif, puis ensuite, on essaie d'accéder à une position négative dans un tableau, et là, c'est la catastrophe, le programme plante. Et du coup, il y avait des programmes qui se sont mis à planter au milieu des années 2000, quand on a commencé à avoir beaucoup de gigas de RAM sur nos machines, et donc de très grands tableaux. Alors, on a réparé ce programme, par exemple, en calculant la moyenne d'une façon un tout petit peu plus astucieuse pour que le problème disparaisse. Donc, c'est très bien, d'accord, mais c'est quand même extrêmement frustrant. Et donc, on pourrait se demander légitimement si on ne peut pas prouver une fois pour toutes qu'un programme est correct. Par exemple, celui de la recherche dichotomique, hein, à défaut de prouver d'autres programmes. Alors, modestement, on peut commencer par prouver qu'il ne plante pas. Par exemple, pour notre programme de recherche dichotomique, ce serait déjà pas mal, puisque quelque part, on aurait évité ce bug. Mais on peut aussi prouver qu'il fait ce qu'il est censé faire. D'accord? C'est-à-dire que s'il dit que la valeur est à cet endroit-là, c'est qu'elle est bien à cet endroit-là, mais surtout s'il dit qu'elle n'y est pas, c'est qu'elle n'y est pas. D'accord? Donc, pour vous donner un parallèle, les programmes qui tournent dans des avions, ben, on a prouvé avec des méthodes scientifiques qu'ils ne plantent pas, et on n'a pas prouvé qu'ils font ce qu'ils sont censés faire. Donc c'est déjà pas mal, parce qu'on sait qu'on ne va pas avoir un écran bleu pendant qu'on pilote un avion. Mais bon, peut-être que le programme fait quand même un peu n'importe quoi. Voilà. Et voilà. Mais pour d'autres programmes, on arrive à prouver que les programmes font ce qu'ils sont censés faire. On va expliquer comment dans un instant. Donc moi, c'est ça mon domaine de recherche, c'est essayer de trouver des techniques, de construire des outils pour qu'on puisse faire de la preuve de programme. Alors c'est difficile, pour plein de raisons, mais c'est difficile en particulier parce qu'un programme, c'est juste des instructions pour que la machine calcule et rien d'autre. Par exemple, ça, c'est un programme légal dans le langage C, volontairement un petit peu cryptique, d'accord, mais que je peux compiler sur ma machine, je peux le lancer, d'accord, et il se trouve que ce programme, il affiche 15 000 décimales de pi, d'accord, et ça, c'était pas du tout écrit dans le programme. Vous pouvez lire ces 2 lignes-là, même si c'est cryptique, vous voyez bien qu'il n'est pas écrit quand ça calcule 15 000 décimales de pi. Et alors, la raison pour laquelle ça calcule effectivement 15 000 décimales de pi. Alors celle-là, elle est encore moins écrite et ça ne tiendrait pas dans 2 lignes, hein, d'accord, voilà. Donc il y a des tas de choses derrière. C'est carrément subtil, hein, ce programme. Il n'utilise que des entiers pour faire tout ça. Enfin, voilà, c'est vraiment des entiers de capacité limitée. C'est vraiment assez incroyable. Mais ça veut dire que si on veut prouver un programme, eh bien, il nous manque plein de choses. Il nous manque d'avoir signifié ce que le programme faisait, et puis il nous manque aussi sûrement des arguments de preuve. On part toujours de la preuve de Fermat, du grand théorème de Fermat qui est écrite dans la marge et qu'on a perdu. Mais le nombre de preuves que les programmes sont corrects, d'accord, qui étaient écrits juste sur des petits bouts de papier à côté du clavier dans le meilleur des cas, je pense qu'on en a perdu des millions, d'accord. Voilà. Et en général, dans le meilleur des cas, il y a un très beau commentaire ou un article, je sais pas, quelque part, qui explique pourquoi le programme est correct, mais c'est toujours perdu.
Donc, du boulot pour nous. Il faut trouver un moyen de dire aussi, quelque part, dans un langage formel, dans un langage mathématique, ce que le programme veut faire et après, prouver pourquoi il est correct. Alors, il y a plein de façons de faire ceci. Moi, je travaille dans un sous-domaine de la preuve de programme qui s'appelle la vérification déductive et on procède comme ceci. Donc, on écrit une propriété dans un langage mathématique qu'on a inventé pour spécifier ce que les programmes doivent faire. Et puis, on prend cette propriété, on prend notre programme, et puis, dans un premier temps, on calcule un énoncé mathématique, une grosse formule de mathématiques, qui exprime la correction de ce programme. C'est-à-dire que si cette formule mathématique est vraie, alors ça nous garantit que le programme respecte bien cette propriété. Et uniquement dans ce sens-là. Donc, on commence par faire cet énoncé mathématique, puis après, dans un deuxième temps, on fait la preuve de cet énoncé mathématique, alors qui peut être très gros et complexe, mais quelque part, on découpe le travail en deux temps. Alors ça, c'est une très vieille idée. En fait, elle est déjà dans un article d'Alan Turing de 1949, un article fabuleux qui fait 3 pages, qui s'appelle « Checking a large routine », dans lequel il y a même un exemple qui est déroulé. Donc, il y a ce petit programme qui calcule le factoriel de n en faisant que des additions, avec 2 boucles imbriquées, parce que c'était sur un ordinateur qu'on ne pouvait faire que des additions. D'accord ? Donc, c'est écrit d'une façon un petit peu étrange, qui ne nous est pas familière, avec des primes pour les valeurs des variables après, et puis voilà, choses comme ça. Mais si on lit ça, on arrive à comprendre les 2 boucles imbriquées et comment on calcule la factorielle avec ce programme. Et donc, Alan Turing prend cet exemple et il explique comment on pourrait en faire la preuve, et il introduit des tas de notions qu'on utilise tous les jours aujourd'hui, la notion d'invariant de boucle, la notion de preuve de terminaison. Il parle même de la capacité limitée des entiers machines, le bug de la bibliothèque standard de Java de 2006, d'accord, c'est déjà là, tout ça dans 3 pages. C'est absolument extraordinaire, quoi. Voilà. Et plus tard, il y a un autre chercheur anglais, à la fin des années 60, qui s'appelle Tony Hoare, qui a proposé, lui, une logique pour raisonner à propos des programmes et un moyen un plus mécanique de traduire les idées de Turing, d'accord, et comment on allait construire cette formule mathématique à partir de notre programme et de cette propriété, comme je l'ai expliqué. Alors, tout ça, c'est très beau, mais malheureusement, ces formules mathématiques qu'on calcule à partir de nos programmes, elles sont, comme je l'ai dit, grosses et complexes, et c'est extrêmement pénible de les prouver. Et par exemple, Tony Hoare lui-même, en 71, pas longtemps après, il a fait à la main la preuve d'un programme dans un petit article qui s'appelle Proof of a Program Find, qui est très joli. Et bon, c'est un programme qui est déjà un petit peu sophistiqué, avec 3 niveaux de boucle, mais puis il déroule à la main 18 énoncés mathématiques qu'il faut prouver pour la correction du programme, et il le fait à la main dans son article, et il y arrive. Et après, vous imaginez, si je prends des programmes plus gros, des milliers de lignes, des choses comme ça, des programmes plus complexes, ça va devenir ingérable de faire ces preuves à la main. En plus, le risque de se tromper est absolument gigantesque. Alors, là où les choses s'améliorent ces dernières décennies, c'est qu'il y a des chercheurs, d'autres chercheurs, qui se sont attelés à la construction de démonstrateurs automatiques. Donc un démonstrateur automatique, c'est un programme, vous lui donnez une formule de maths, il dit oui, elle est vraie, non, elle est fausse. Alors ça, c'est la théorie, parce qu'en pratique, en fait, il y a d'autres chercheurs qui ont montré qu'on ne pouvait pas faire ça. D'accord ? Et d'ailleurs, c'est quelque chose de très intéressant. Les chercheurs en informatique, en particulier, montrent des résultats négatifs, comme il n'est pas possible de faire ceci avec un ordinateur, genre pas du tout possible, ou il n'est pas possible de faire ceci avec un ordinateur en moins de temps que ceci ou cela, et c'est extrêmement intéressant. D'accord ? Ça évite à des chercheurs de passer leur vie entière à essayer de faire ça, alors qu'on peut prouver que ce n'est pas possible. Donc, qu'on soit bien d'accord, bien sûr, vous pouvez écrire un programme qui, s'il voit la formule 1 plus 1 égale 2, vous dit c'est vrai, d'accord ? Ou si vous écrivez 1 plus 1 égale 3, vous dit c'est faux. Donc, le résultat de Turing et Church, ici, il dit qu'on ne peut pas écrire un programme unique qui prend en entrée n'importe quelle formule de maths et qui, en un temps fini, répond oui, elle est vraie, non, elle est fausse. D'accord ? Voilà, c'est ce qu'on appelle un problème indécidable. Bon, alors ça, c'est super pour les mathématiciens, d'accord, et ils seront jamais au chômage, mais pour nous qui voulons faire de la démonstration de la preuve de programme, c'est bien utile d'espérer utiliser un démonstrateur automatique. Alors, fort heureusement, on peut relâcher un tout petit peu nos ambitions et écrire néanmoins un programme qui dit de temps en temps oui c'est vrai à coup sûr, non c'est faux à coup sûr, puis de temps en temps il a le droit de dire je sais pas, ou de temps en temps il termine juste pas par exemple. D'accord ? Donc évidemment dit comme ça c'est extrêmement naïf parce qu'il suffirait de répondre toujours je ne sais pas, mais je peux vous garantir que les chercheurs qui bossent dans ce domaine ils travaillent avec acharnement pour répondre vrai ou faux dans une majorité de cas en un temps fini. Alors on peut aussi donner une preuve et laisser l'ordinateur la vérifier, et là par contre ça redevient décidable.
Par exemple, le logiciel Coq dont j'ai parlé plus tôt, eh bien, il fait exactement ceci. Là, cette fois, c'est l'humain qui donne une preuve, et du coup, maintenant, ça redevient possible en un temps fini de dire oui, ça c'est bien une preuve de ça, ou non, ça c'est pas une preuve de ça. D'accord? Et du coup, eh bien, on peut se dire, on va essayer de faire un maximum de preuves automatiquement, et puis si on n'y arrive pas, eh bien, on fera des preuves interactivement, où on les donnera, et puis elles seront vérifiées par l'ordinateur. Et donc c'est exactement ce sur quoi je travaille. Avec mes collègues au LRI, nous inventons des langages de programmation, des langages pour écrire les propriétés qu'on souhaite prouver sur ces programmes-là, des méthodes pour transformer ceci en un énoncé mathématique et des méthodes pour essayer d'utiliser au mieux tous ces démonstrateurs automatiques ou interactifs que d'autres chercheurs bâtissent. Par exemple, dans mon couloir, il y a d'autres chercheurs qui écrivent un démonstrateur automatique qui s'appelle AlterGo et qu'on va utiliser dans un instant. Mais il y a aussi dans le couloir d'en face d'autres chercheurs qui participent au développement de Coq qu'on peut aussi utiliser pour ça. Et donc, et c'est ça mon travail. Alors, je vais vous faire une petite démo dans le temps qui nous reste pour essayer d'illustrer à quoi peut ressembler la preuve de programme. Donc, je vais faire sur un exemple archi simple. Donc, on va multiplier deux nombres, mais avec un petit algorithme que vous connaissez peut-être pas, qui s'appelle la multiplication du paysan russe, et qui vous permet de faire des multiplications en ne faisant que des multiplications par 2 et des divisions par 2, parce que c'est plus facile. Donc on veut par exemple multiplier 987 par 73, donc on écrit ces deux nombres, puis on écrit à 0 dans une troisième colonne, c'est notre résultat. Puis ensuite on fait la chose suivante, on multiplie le premier nombre par 2, et on divise le deuxième nombre par 2. Et si le deuxième nombre, celui qu'on a divisé par 2, était impair, eh bien on ajoute à notre résultat le premier nombre. Donc là, comme 73 est impair, j'ai rajouté 987 dans mon résultat. Puis je continue. Donc je multiplie 1974 par 2, je divise 36 par 2, et puis parce que cette fois 36 est pair, eh bien je ne touche pas à mon résultat. Donc 18 est encore pair, donc je continue. Et puis cette fois 9 est impair, donc je multiplie par 2, je divise par 2. Mais là, comme 9 était impair, j'ai rajouté 7896 à mon résultat actuel. Et donc j'ai pour l'instant 8883, et je continue. C'est pair, c'est impair. Et puis au bout d'un moment, je vais arriver à 0, parce qu'à chaque fois je divise par 2. D'accord? Et quand j'arrive à 0, eh bien ce nombre-là, c'est le produit de 987 et 73. Donc ceux d'entre vous qui sont très forts en calcul mental vont vérifier que je ne me suis pas trompé. D'accord? Eh bien, dans le temps qui nous reste, on va écrire un petit programme qui fait ceci, mais surtout on va le prouver avec un outil de preuve de programme. En tout cas, on va essayer de l'écrire et de le prouver. Donc, on va écrire un petit programme en Python pour faire ça, parce que j'ai supposé que c'était... Oui, je vois qu'il y en a qui sont contents de me voir écrire du Python, là-bas au fond. D'accord? Mais j'ai pensé que c'est ce qui conviendrait au plus grand nombre. Alors, on peut dire, on va faire la multiplication russe, voilà, pour un petit message de bienvenue. On va demander des nombres à l'utilisateur. On va dire, voilà, entrer un nombre A. Pas l'habitude de taper sur un pupitre. On va faire la même chose en disant, entrer un nombre B. Voilà, on va les mettre dans des variables A et B. Et puis, on va dérouler le petit algorithme que je viens de montrer. Puis ensuite, on va faire la preuve qu'il est correct. Alors, je vais mettre mes deux nombres dans deux nouvelles variables parce qu'on va les modifier. Ça me permet de garder A et B sous la main. Et puis, j'ai ma troisième variable, comme dans mon transparent, ma troisième colonne qui est pour l'instant 0. Et puis ensuite, je vais écrire un programme qui fait exactement ce que j'ai dit. Je vais dire, tant que le deuxième nombre est strictement supérieur à 0, je vais regarder s'il est impair. Donc ça, en Python, on calcule le modulo de la division par 2 de Q. Et si ça vaut 1, ben ça veut dire exactement que Q est impair. Et donc, si Q est impair, eh bien, à notre résultat, on va rajouter le premier des deux nombres, P. Puis ensuite, comme on a dit, on va multiplier le premier nombre par 2 et on va diviser le deuxième nombre par 2. Voilà. Et c'est tout, c'est ce qu'on a dit. Et du coup, normalement, quand on a fini, quand on sort de cette boucle-là, eh bien, on devrait avoir le produit de A et de B dans la variable R. Donc, dans un instant, on va prouver ce programme, et avant de le prouver, on peut par exemple s'amuser à le tester. Donc, par exemple, je peux le lancer, je l'ai mis dans un fichier qui s'appelle démo, et je peux vérifier si le produit de 987 et 73, ça fait bien 72 051, apparemment ça marche. Et si je veux, je peux même m'amuser, par exemple, à imprimer à chaque fois
les valeurs de mes 3 variables. Je vais même le faire tout à la fin aussi, juste pour, par exemple, pour me rassurer et vérifier que c'est bien exactement la même chose que ce que j'avais dans mon transparent juste avant de commencer. OK ? Donc maintenant, voilà, ce programme, on l'a testé. Je pourrais le tester sur plein d'autres valeurs. Je pourrais même écrire un petit bout de programme qui le teste sur des milliers et des milliers de valeurs. Mais néanmoins, il y a une infinité d'entiers possibles comme entrée de ce programme. Et donc, je ne peux pas tous les tester. Donc maintenant, on va faire une preuve. C'est-à-dire qu'on va utiliser un outil qui va nous permettre de prouver qu'à la fin, il y a effectivement A fois B dans la variable R. Donc pour ça, on va écrire un commentaire. Donc pour Python, c'est un commentaire, ça commence par dièse, mais un commentaire un peu particulier, il y a ce caractère arrobas qui fait que mon outil, il va le considérer comme quelque chose de significatif. Python, pour lui, c'est un commentaire. Et ce que je veux prouver, c'est qu'à la fin du programme, c'est pour ça que j'ai placé ici cette instruction assert à la fin de mon programme, eh bien, je veux prouver qu'à ce moment-là du programme, donc quand j'ai fini, la variable R, elle contient bien le produit de A et de B. D'accord ? C'est ça que assert veut dire. Ça veut dire on veut prouver qu'à cet endroit-là, on a bien le produit de A et B. D'accord ? Et c'est ce qu'on va faire maintenant. Alors, on va commencer plus modestement, d'accord, par prouver quelque chose de plus simple. On va vérifier qu'à la fin, Q vaut bien 0. D'accord ? Vous vous rappelez mon transparent, on l'a divisé par 2 et à la fin, Q arrive à 0. Donc, on va commencer par une preuve bien plus simple. On va montrer qu'à la fin du programme, Q vaut bien 0. Puis après, une fois qu'on aura fait ça et qu'on aura compris un peu comment ça marche, on montrera qu'on calcule effectivement le produit. D'accord ? Et puis, il y a quelque chose d'autre que je vais faire. Je ne l'ai pas dit, mais mon programme, en fait, il ne marche pas si B est négatif. D'accord ? Enfin, c'est l'algorithme qui ne marche pas. Il faudrait que je change un tout petit peu mon programme à peine pour qu'il marche aussi pour des nombres négatifs. Mais bon, qu'à cela ne tienne, on va supposer que B est positif ou nul. Ce qu'ici, je peux faire avec une autre commande de mon outil qui s'appelle assume. Je dis, suppose que B est positif ou nul. On pourrait écrire un programme plus défensif qui, si B est négatif, échoue, par exemple, ou je ne sais quoi, mais on va se contenter de faire ceci. D'accord ? Donc voilà, là, je suis pareil. Je vais essayer de montrer que quand on arrive à la fin du programme, eh bien, la variable Q contient effectivement 0. Donc, je vais lancer mon outil, peu importe la commande, on s'en moque complètement. Et donc, ici, mon outil, eh bien, il a calculé cette formule dont je parlais tout à l'heure, donc qu'on ne va pas lire et qu'on ne va pas chercher à comprendre, mais qui est ici à droite. Et c'est une formule qui exprime que mon programme est correct, c'est-à-dire qu'il ne plante pas et qu'en plus, à la fin, Q égale 0. Donc en fait, cette formule, elle contient déjà pas mal d'éléments, parce que si on est curieux et qu'on regarde, si on la décompose, eh bien, on voit qu'il y a une première partie où l'outil nous dit hey, « vous n'avez pas prouvé que votre programme il termine, c'est mal, et tout, etc. » Donc il va falloir qu'on fasse quelque chose pour prouver que le programme termine dans un moment. Et puis, on voit par exemple qu'à un moment, il me demande de montrer que 2 n'est pas égal à 0. Ça, c'est parce que dans le programme, on divise par 2, plusieurs fois, et donc il faut montrer que 2 n'est pas égal à 0. Donc ça, on se doute que ça va être facile. Et puis, tout à la fin du programme, il faut effectivement montrer que Q égale 0. Et donc, maintenant que je dois prouver toutes ces petites choses-là, eh bien, je peux utiliser un démonstrateur automatique installé sur ma machine, par exemple celui qui est développé par mon collègue, d'accord, voilà, le démonstrateur qui s'appelle Altergo, et puis Altergo, il va essayer de démontrer ces 5 parties. Alors, pour la partie terminaison, il n'a pas réussi, d'accord, au bout de 5 secondes, il a abandonné, parce que je lui ai donné que 5 secondes, et ça, c'est parce que pour l'instant, je n'ai pas justifié que mon programme terminait, et donc là, je ne risque pas de le faire. Et puis, d'une façon un petit peu plus surprenante, eh bien, à la fin de mon programme, on n'a pas réussi à montrer que Q égale 0, alors que quelque part, mon programme il fait que diviser par 0. Donc, c'était extrêmement frustrant. Mais si on regarde un petit peu ce qui se passe, bon, même si on n'y comprend pas forcément grand-chose, on voit qu'il y a cette variable Q qui représente la valeur que Q a à la fin de mon programme. On sait que Q n'est pas strictement positif, ça c'est parce qu'on a écrit tant que Q est strictement positif, faire ceci, d'accord ? Et on doit montrer que Q égale 0. Et donc ça, mathématiquement, c'est pas vrai. Si je sais juste que Q n'est pas strictement supérieur à 0, je peux pas en déduire que Q égale 0. Peut-être que, par exemple, Q il vaut moins 89, d'accord ? Alors, ça, vous allez objecter que oui, mais on est parti d'un nombre qui était positif ou nul, d'accord, tout en haut, puis on a fait que diviser par 2. Donc c'est évident que ça reste toujours positif ou nul, d'accord. C'est même tellement évident que mon outil aurait vraiment pu faire un effort, et oui, il aurait pu, d'accord, mais il ne l'a pas fait, d'accord. Et donc, on manque d'informations quand on arrive tout à la fin de notre programme. Et donc, il va falloir aider un petit peu notre outil, et on va aider notre outil en disant que à toute étape de notre boucle, eh bien, Q reste positif ou nul.
D'accord? Et ça s'appelle un invariant de boucle. Et c'est une notion essentielle qui était déjà dans le papier de Turing de 1949. D'accord? Donc ça veut dire qu'à chaque étape de la boucle, c'est-à-dire avant la première étape, mais après chaque étape de la boucle, et donc en particulier après la toute dernière, Q sera toujours positif ou nul. C'est un peu comme quand vous faites une preuve par récurrence, une hypothèse de récurrence, si vous voulez. D'accord? Donc là, ça va être beaucoup plus simple pour l'outil, parce qu'initialement, on a supposé que B était positif ou nul, donc ça sera vrai au départ, et après, on fait que diviser par 2 à chaque fois, des choses qu'on vient de supposer positives ou nulles, donc ça va rester positif ou nul, et du coup, maintenant, quand on sortira, on saura par l'invariant que c'est positif ou nul, on saura par le test qui n'est plus vrai que c'est négatif ou nul, et donc, on devrait être capable de conclure que c'est effectivement nul. Donc, je peux relancer mon outil. Alors, cette fois, il y a plus de choses à prouver. Vous pouvez voir maintenant qu'il y a plus de choses à prouver. Parce que cet invariant, mon outil ne me fait pas confiance. Il faut que je montre qu'effectivement, c'est un invariant. Donc, il y a des choses à prouver en plus pour montrer qu'il est vrai initialement. Par exemple, c'est ce qui est tout en haut ici. D'accord? Donc, ça va être facile. On peut voir qu'en haut à droite, on a une tautologie. D'accord? Oui, l'outil a renommé ma variable Q en haut. C'est fort malheureux, mais c'est comme ça. Voilà. Et puis, je dois aussi prouver, vous voyez, 4 et 6, des choses supplémentaires que mon invariant est effectivement un invariant. Donc, je peux relancer l'outil de mon collègue. Ici, tout est prouvé, en particulier ce que je voulais prouver tout à la fin, le numéro 7 ici, qu'à la fin, Q est bien nul. Donc, il y a du progrès. Et puis, il m'embête toujours avec cette histoire de terminaison parce que je n'ai pas justifié que mon programme terminait. Donc, on va régler cette question d'abord parce que c'est un petit peu déplaisant. Alors, pourquoi ce programme termine ? C'est important de prouver qu'un programme termine. Dans beaucoup de situations, on se moque d'un programme correct s'il ne termine pas. D'accord? Voilà. Il existe des programmes qui ne terminent pas pour de bonnes raisons, mais dans beaucoup de cas, ça nous importe qu'il termine. Ici, ça nous ferait une belle jambe, un programme de multiplication qui ne termine pas, mais qui serait correct seulement s'il termine, par exemple. Alors, pourquoi notre programme termine? Pour une raison évidente, c'est qu'à chaque fois, j'ai divisé par 2, donc mon nombre est devenu de plus en plus petit, d'accord? Et donc, fatalement, au bout d'un moment, il va arriver à 0, et du coup, mon programme va terminer. Donc, pour justifier la terminaison d'un programme, on peut utiliser un argument tout à fait analogue à ce que je viens de dire. On peut indiquer à l'outil une quantité qui décroît strictement à chaque tour de boucle, tout en restant positive ou nulle. Si on arrive à donner une telle quantité, d'accord, on appelle ça un variant dans notre vocabulaire, et ce sera un argument de terminaison. D'accord? Puisque ça diminue d'au moins 1 à chaque fois, on est en train de borner le nombre total d'étapes de notre programme. Donc ici, c'est Q directement, mais ça pourrait être quelque chose de plus compliqué dans d'autres circonstances. Donc maintenant, il y a des choses à prouver en plus. Il faut prouver qu'effectivement, ça reste positif ou nul et effectivement, ça décroît à chaque fois, mais ça ne devrait pas être très dur. Et en l'occurrence, maintenant, tout est prouvé. D'accord? Donc j'ai réussi à prouver que le programme terminait, que Q vaut 0 à la fin, mais c'est quand même pas ça qui m'intéresse. Ce que je veux prouver, c'est qu'à la fin, on a bien calculé A fois B. D'accord? Donc, je vais essayer de montrer qu'à la fin, R est bien égal à A fois B. Donc, je relance mon outil, je refais les preuves que j'ai faites tout à l'heure, j'essaie de faire les nouvelles preuves, et puis là, non, j'y arrive pas. Il se passe des choses intéressantes. Oui, pardon, j'ai pas lancé ça au bon endroit. Voilà, autant pour moi, je vais nettoyer toutes mes bêtises. Il se passe quelque chose d'intéressant, c'est que voilà, j'ai maintenant quelque chose à prouver qu'à la fin de mon programme, R vaut bien A fois B. Alors là encore, A et B ont été renommés, c'est malheureux. Et puis je vois ici que j'ai aucune information sur ce R, donc je ne risque pas de prouver qu'il est égal à A fois B. D'accord? Voilà. Je ne sais rien du tout sur cette variable R. Donc là encore, il va falloir que j'aide mon outil d'une façon tout à fait analogue. Il va falloir que je trouve un invariant qui quelque chose de vrai à chaque étape, qui va parler de R et qui me permettra de conclure à la fin. Donc si on regarde le petit exemple qu'on a déroulé, ici on peut constater que le produit de ces deux nombres, c'est ce que je cherche à calculer. Et puis le produit de ces deux nombres, c'est pas exactement la même chose, mais si j'ajoute ce troisième nombre, c'est la même chose. Parce que 73, c'est 2 fois 36 plus 1. Donc si je distribue un peu, que je répartis mes valeurs, le 2 du 2 fois 36, il me fait 1974. Et puis, le 36, il reste là. Et puis, le plus 1 du 73, c'est 2 fois 36 plus 1, il me fait 1 fois 987 qui va ici. D'accord? Donc, si je multiplie ces deux nombres et que j'ajoute celui-là, ça fait encore la même chose. Et puis, ça marche à tous les coups. Si je multiplie ces deux nombres et que j'ajoute celui-là, là, ça reste la même chose. Donc là, c'est vraiment très simple parce qu'on a multiplié celui-là par 2 et on a divisé celui-là par 2. Là, c'est vraiment évident. Et ainsi de suite. D'accord? Et évidemment, ça marche même quand c'est impair. Et c'est toujours vrai. D'accord? Donc, en particulier, tout à la fin, le produit de ces deux nombres, qui fait 0, plus ce nombre,
c'est bien le produit de ces deux nombres. Donc en particulier, voilà, on est en train de justifier pourquoi ça marche. D'accord ? Voilà. Donc ce qu'on vient de trouver ici, en raisonnant 30 secondes, c'est qu'on a trouvé un invariant. C'est-à-dire qu'à chaque instant, la quantité P fois Q plus R, elle est constante. Et en plus, elle est constante égale à A fois B. On n'a qu'à le dire. P fois Q plus R est toujours égal à A fois B. D'accord ? Si j'arrive à montrer ça, comme à la fin Q vaut 0, on l'a déjà montré, eh bien R sera égal à A fois B, on aura gagné. Il faut que ça soit vrai initialement, mais au début R vaut 0, donc ça va être vrai initialement. Okay ? Donc je peux relancer mon outil une dernière fois, je peux relancer mon démonstrateur automatique préféré avec un petit raccourci, et ici il a réussi à tout prouver, et on a terminé notre preuve de programme. On a prouvé que ce programme Python, il était correct dans tous les cas. Voilà. Je vous remercie. Bah, merci beaucoup pour ce super exposé. Bah, du coup, si des personnes ont des questions dans la salle. Merci pour l'exposé. Petite question du coup à la fin, on a vu que pour réussir à prouver notre programme, on a dû pas mal aider l'assistant de preuve. Comment aller vers plus d'automation oui, de ce côté-là ? C'est une très bonne question. Donc, il y a des chercheurs qui s'y attellent. Donc typiquement, cet invariant que j'ai écrit ici, d'accord, c'est typiquement quelque chose qu'on peut trouver automatiquement. Donc il y a des techniques, par exemple l'interprétation abstraite qui permettent de faire ceci. D'accord ? Voilà. Après, des invariants comme celui-ci sont déjà un petit peu plus compliqués, parce qu'ici, on a ce qu'on appelle de l'arithmétique non linéaire, il y a de la multiplication entre variables, et ça sort déjà du cadre de ce qu'on pourrait faire, par exemple, avec de l'interprétation abstraite. On pourrait le faire avec peut-être des techniques plus heuristiques, d'accord ? Et dans cet exemple, je pense qu'on pourrait effectivement y parvenir, mais c'est rapidement difficile. Et en fait, c'est difficile parce que ce qu'on est en train de faire là, c'est d'expliquer les raisons profondes pour lesquelles le programme est correct, et ça peut être arbitrairement compliqué. Il existe des programmes qui font 3 lignes, enfin, j'en ai montré même tout à l'heure, il était très extrême, mais même dans des programmes on va dire un peu plus réalistes, ça peut être extrêmement difficile. Après, c'est une très bonne question, parce que si vous prenez des milliers de lignes de programmes dont la logique est très simple, d'accord ? Eh bien, peut-être, et si par exemple la seule chose que vous voulez faire, c'est prouver que le programme ne plante pas, eh bien là, vous pouvez espérer que ce soit complètement automatique. Par exemple, il y a des chercheurs à l'ENS qui ont fait un logiciel qui s'appelle Astray pour vérifier le code C embarqué dans les avions d'Airbus, d'accord ? Juste pour vérifier qu'il ne plante pas, mais c'est déjà énorme. C'est-à-dire que ça ne divise pas par 0, ça termine, ça n'accède pas illégalement à la mémoire, des choses comme ça. Ça ne déborde pas de la capacité arithmétique des entiers. Et ça, ils ont réussi à le faire, en l'occurrence avec des techniques d'interprétation abstraite, d'une façon complètement automatique. D'accord ? Donc on peut prendre plusieurs milliers de lignes code C embarquées dans un avion et faire de la preuve de façon complètement automatique. Donc encore une fois, on prouve une propriété modeste, ça plante pas, mais parce que le logiciel est gros, par exemple, et parce que le temps des chercheurs et des ingénieurs coûte cher, eh ben, on est content si c'est automatique. D'accord ? Donc voilà, mais c'est une très bonne question. Oui, si on veut le faire à grande échelle, on n'a pas forcément envie d'écrire à la main des petites choses comme je viens de le faire. Je l'ai fait dans un but plutôt pédagogique ici pour expliquer ce qu'est un invariant de boucle, quoi. Voilà. Mais il faut bien comprendre que très rapidement, on ne peut plus espérer le faire automatiquement. Donc moi, je passe mes journées à prouver des programmes, des structures de données ou des algorithmes que je trouve rigolos, et ce que je pourrais espérer trouver automatiquement, ça me prend 30 secondes à l'écrire. Et ce qui me prend tout le temps, c'est de trouver les autres invariants, ceux qui sont compliqués, mais c'est ça qui est amusant. Non. Moi, personnellement, j'avais une question à un moment. Enfin, vous avez dit que on pouvait montrer qu'on pouvait pas enfin, qu'un programme qui prenait un énoncé il n'existait pas un programme qui pouvait démontrer tous les énoncés. Oui. Et vous avez dit que du coup, ça laissait du travail aux mathématiciens. Oui. Mais donc, vous sous-entendez que les mathématiciens, ils aient quelque chose en plus que la machine n'ait pas. Alors, je ne dirais pas jusque-là. C'est plutôt une façon, comment dire, humoristique de le redire, d'accord ? C'est difficile d'anticiper sur les capacités créatives d'une machine, surtout ces jours-ci. D'accord ? Maintenant que les machines apprennent à jouer au Go toutes seules, d'accord, et après elles battent les champions du monde, plus
vaut mieux pas trop faire de prédictions sur ce qu'on peut espérer faire avec un ordinateur. En particulier, ça soulève des questions très intéressantes de savoir si dans notre propre domaine, on peut espérer, par exemple, de l'apprentissage des progrès en démonstration automatique ou en preuve de programme ou des choses comme ça. Donc, non, voilà, c'était plus une boutade qu'autre chose. Mais effectivement, il y a encore, en tout cas pour l'instant on peut le dire, des aspects très créatifs dans le métier de mathématicien ou même dans l'activité de preuve, même si on ne parle pas de mathématiques, même quand on prouve un programme, d'accord, et que pour l'instant échappe à nos outils de démonstration automatique. D'accord. Donc ça c'est un résultat d'indécidabilité, mais il y a beaucoup de résultats d'indécidabilité qui ne nous empêchent pas de vivre tous les jours. Donc on peut tout à fait vivre avec ce résultat négatif. D'accord. Si on a des démonstrateurs automatiques qui, en pratique, effectivement, arrivent à répondre vrai ou faux sur les problèmes qui nous intéressent, c'est-à-dire le sous-ensemble des formules de maths qui représentent des corrections de programme ou des choses comme ça. D'accord. Donc voilà. Bonsoir, merci beaucoup. Un remerciement et 2 questions. Alors moi, je suis grand public, donc je suis pas du tout d'ici, hein. Je suis externe, monsieur tout le monde, monsieur personne, enfin un auditeur, tout à chacun. Alors le remerciement d'abord. Merci, je suis pas le seul feu collégien à avoir tapé des pages entières en hexadécimal. Vous avez connu, il ne fallait pas se tromper en hexa pour l'assembleur. Et j'ai retrouvé mes hebdo logiciels aussi, donc merci pour ce simple souvenir partagé. Je les ai ramenés de chez les parents, garde-meubles, j'ai retrouvé mes hebdo logiciels comme neufs, presque, super. Juste une petite parenthèse, tous les numéros d'hebdo logiciels ont été scannés et sont librement accessibles sur Internet. Bah moi j'ai les originaux. Donc j'irai voir le numéro 51 en pensant à vous. Bref, c'était une boutade, mais je l'ai vécu et c'est sympa de partager ça, parce qu'il fallait se taper les pages entières de grands journaux en hexa sans se tromper. Ça, c'était la boutade. Les 2 questions, grand public, distinctes. La première, c'est quand on n'a pas fait prépa. À partir de quand, après, on va partir du postulat de bac S, je pense aux enfants surtout, à partir de quand on peut, c'est subjectif, mais le principe, peut-on apprendre à bien programmer, considérer postulat, bagage mathématique oblige. Quand est-ce que la programmation, ça c'est la première question. Et la deuxième question, c'est super rapide. Au niveau paradigme, concept, je ne comprends pas comment ça fonctionne. J'ai ouï dire qu'il y a des programmes de millions de lignes qui sont en fait générés automatiquement. C'est pas forcément d'IA, j'ai rien compris en public. Mais au niveau concept, comment est-ce qu'un programme peut écrire des programmes? C'est tout. Merci beaucoup. D'accord. Oui, alors... Donc, pour ce qui est de la première question, donc, je l'ai dit brièvement, mais moi j'ai eu des très bonnes expériences d'apprentissage de la programmation avec des élèves très jeunes, donc des collégiens. Donc c'est vrai, il se trouve que là, j'ai eu un peu de chance, ils aimaient les maths, ceux-là, particulièrement, donc ça m'a rendu les choses un petit peu plus faciles. Mais j'ai oublié de dire que j'ai eu aussi un élève de seconde une fois avec qui on a fait la programmation. Alors lui, il n'était pas du tout matheux, et on a fait des petits jeux vidéo ensemble. On a fait un casse-brique, pareil, voilà. Et ça s'est très bien passé aussi, voilà. Et je pense que dans l'apprentissage de la programmation, il n'y a finalement pas tant besoin de mathématiques que ça. Donc on y trouve un certain plaisir, on peut trouver un certain plaisir à écrire des programmes de nature plus mathématique, c'est mon cas en particulier, mais c'est pas du tout une nécessité. Et je pense pas qu'il y ait beaucoup de concepts, en tout cas dans l'apprentissage d'un langage de programmation, qui requiert fondamentalement des mathématiques. D'accord ? Donc voilà. Donc, non, je ne vois pas les choses comme ça. Et après, bon, c'est difficile de dire à partir de quel âge on peut apprendre à programmer. Ma propre expérience, je l'ai racontée, mais je ne peux pas vraiment dire que j'ai vraiment appris à programmer. J'ai plutôt bidouillé pendant des années. Mais j'avais forcément peu de bagages mathématiques quand je le faisais. Ça ne m'empêchait pas d'apprendre des choses néanmoins. Alors pour ce qui est de la deuxième question, comment un programme peut écrire un programme? Alors c'est marrant parce que nous on le fait dans notre domaine. En fait, quand
quand on fait cette étape-ci que j'ai mentionnée, eh bien, des fois, parce que le langage de départ est compliqué, on fait ça en plusieurs étapes. Et du coup, on a des programmes qui, effectivement, écrivent d'autres programmes, par exemple, dans un langage qui est conceptuellement un peu plus simple, etc., histoire de faire ça en plusieurs étapes. Donc, nous-mêmes, des fois, ça nous arrive d'écrire des programmes qui écrivent des programmes. Par exemple, comment on peut générer des programmes de millions de lignes de code? Eh bien, par exemple, il y a des gens qui font du contrôle-commande, par exemple, des logiciels qu'on embarque dans des avions ou des choses comme ça. Eh bien, des fois, ils programment pas directement dans un langage de programmation, comme C, qui va être embarqué, mais ils écrivent dans un langage plus haut niveau de modélisation, d'accord? Et ensuite, il y a un outil qui va traduire ça et écrire des fois des millions de lignes de code automatiquement, dans un langage qui, lui, pourrait être embarqué parce que c'est ce que la machine qui est dans l'avion sait faire. Et donc ça, c'est un exemple de programme qui génère un autre programme et effectivement, il peut être arbitrairement grand. Et donc les ingénieurs, ils ont travaillé sur des planches, quelque chose de très graphique, des modèles, ils ont tiré des traits entre des boîtes, etc. Et puis l'outil leur dit, oui, c'est possible de le faire tourner à cette vitesse-là, ou non, c'est pas possible. Alors dans ce cas-là, ils retravaillent leur modèle, mais voilà un exemple de programme qui génère un autre programme et il n'y a pas de limite, il peut être arbitrairement grand. Voilà. Je crois qu'il y avait une question. Merci pour la présentation. Moi, j'ai une question qui revient un peu sur ce qu'on a vu avant, parce que vous avez mentionné que les énoncés qui nous intéressent, on pouvait essayer de les démontrer automatiquement, mais les énoncés qui nous intéressent, ça dépend de la personne, et vous êtes informaticien, moi je suis mathématicien, donc c'est pas forcément les mêmes énoncés qui nous intéressent. Et au vu de la difficulté, enfin, j'imagine que c'est pas pareil pour les vrais prouveurs, mais automatiques, mais au vu de la difficulté qu'on a eu pour prouver que ce programme terminait, je me demande si dans la pratique, on peut démontrer des énoncés mathématiquement intéressants avec des prouveurs automatiques. Et si dans la pratique c'est compliqué parce qu'on sait qu'il y a des vérificateurs de preuves qui sont pas des prouveurs automatiques. Et si dans la pratique c'est compliqué, est-ce que les avancées comme pour pas citer le nom de la théorie homotopique des types vont aider les prouveurs automatiques? Aider les prouveurs automatiques, je sais pas. Donc pour la première partie de la question, je crois que dans les années 90, il y a une conjecture de théorie des groupes qui a été résolue par un démonstrateur automatique, d'accord, avant d'être résolue par des mathématiciens. Donc je me rappelle plus des détails, il faudrait que je recherche, je pense que je peux le retrouver assez facilement. Voilà, donc bon, ça reste quelque chose de très d'un peu particulier et puis d'une taille relativement raisonnable. Donc le temps de calcul était long, mais l'énoncé était quelque part assez court. Voilà. Pour ce qui est de la preuve interactive, donc je l'ai pas mentionné parce que j'ai pas eu de temps, mais il faut savoir qu'il commence à y avoir des résultats de mathématiques traditionnels assez impressionnants qui ont été vérifiés par ordinateur, mais interactivement, pas automatiquement. Par exemple, il y a un chercheur canadien, Georges Gontier, qui a prouvé le théorème des 4 couleurs avec l'assistant de preuve Coq, et puis plus récemment le théorème de Fay-Thomson, qui est un sacré monument de mathématiques de centaines de pages. Et voilà. Et puis plus récemment encore, il y a le mathématicien Thomas Hales qui a prouvé la conjecture de Kepler il y a un certain temps, donc que l'empilement optimal des oranges, c'est celui que vous feriez naturellement. Et il a publié sa preuve, et les rapporteurs, les chercheurs, les mathématiciens qui ont évalué sa preuve, ils ont trouvé ça tellement difficile qu'ils ont accepté de la publier, mais ils ont mis en exergue. On est sûr à 99% seulement que cette preuve est correcte, ça l'a beaucoup vexé. Du coup, ils sont embarqués, je crois en 2005, dans le projet de vérifier cette preuve entièrement avec un assistant de preuve. En l'occurrence, pas Coq, un autre, H.O.L. Light. Et il a terminé il y a quelques années. D'accord. Donc, et ça aussi, c'est un résultat de mathématiques très impressionnant prouvé. Alors là, non, on n'est pas dans la démonstration automatique, mais un petit peu quand même aussi, parce que dans ces assistants de preuve, donc je l'ai pas dit, mais les parties les plus triviales de votre raisonnement, elles sont faites automatiquement par la machine. Donc, par exemple, Georges Gontier, quand il a fait ses preuves en Coq du théorème des 4 couleurs et après du théorème de Fay-Thomson, il a développé des petites tactiques de preuve dans Coq pour pouvoir se concentrer comme un mathématicien sur le flot principal de la preuve et ne pas être gêné par toutes les petites conditions de bord, les petites choses comme ça, les petits détails que forcément il faut vérifier parce que là, on ne peut pas laisser, comme sur le papier, un détail de côté. Et il a fait il s'est construit des outils pour, quelque part, automatiser une partie de sa preuve. Donc, ça reste modeste en termes de
de démonstration automatique, mais voilà. Et donc, rien n'exclut que dans le futur, effectivement, on combine plus de démonstrations automatiques dans des outils comme Coq, ou que la démonstration automatique fasse des progrès. Il y a des collègues, y compris dans mon équipe, qui font ça. Donc, combiner des démonstrateurs automatiques et des assistants de preuve. Alors, après, pour ce qui est de la théorie homotypique des types, je dois avouer tout de suite que j'y connais quasiment rien du tout. Mais ce que je comprends, c'est que c'est un formalisme logique qui est plus adapté aux mathématiques traditionnelles, notamment pour exprimer les axiomes de l'égalité dans le sens où les mathématiciens aiment bien, et pas dans le sens où, par exemple, un logiciel comme Coq le fait par défaut, ce qui n'est pas naturel pour les mathématiciens. En particulier de manipuler des choses comme des quotients que les mathématiciens manipulent tous les jours d'une façon agréable, ce qui était un problème pendant très longtemps avec des logiciels comme Coq. Donc ce que je comprends, c'est que voilà, et alors ça va dans un très bon sens, parce que ça va dans le sens d'aider les mathématiciens traditionnels à utiliser des outils comme ça. Et donc on peut espérer qu'ils le feront de plus en plus. Mais ça reste un travail de titan, quoi. Par exemple, moi mais on fait des progrès. Donc moi j'ai un collègue dans mon couloir d'une autre équipe du LRI, sans rien dire à personne, il a pris le logiciel Coq et il a prouvé la règle de Littlewood-Richardson, qui est un résultat de mathématiques assez impressionnant, tout seul, en utilisant Coq, en demandant rien à personne. D'accord ? Et c'est vraiment un résultat de mathématiques complexe, d'accord, que je ne saurais pas vous expliquer ici. Mais ça, et donc lui c'est un combinatoricien, donc son domaine c'était pas la preuve assistée par ordinateur, et ça prouve le progrès qu'on a pu faire. C'est-à-dire que quelqu'un, bon, il est aussi informaticien, d'accord, mais quelqu'un peut prendre un outil comme Coq, faire une preuve de maths vraiment compliquée, parce que ça c'est une preuve de maths vraiment compliquée. C'est une preuve de maths qui a été fausse dans la littérature pendant une dizaine d'années, terminée seulement en 77, voilà, donc par plein de personnes différentes. Donc voilà. Donc ça c'est plutôt bon signe, quoi. Voilà. Ce que j'ai compris, c'est que, cette démonstration, elle démontre bien que le programme, il multiplie deux entiers, mais est-ce que ce programme ne plante pas pour des conditions de bord, genre si le nombre A, il est très très géant, et puis on le multiplie par 2, et puis ça tombe sur des erreurs. Alors, en l'occurrence, non, parce que les entiers en Python sont de précision arbitraire. Donc, quelque part ici, du coup, non. Voilà. Mais c'est une très bonne question, parce que dans beaucoup de langages, les entiers sont les entiers de la machine, donc ils sont de précision finie, 32 bits, 64 bits, signés ou pas signés. Et donc, nous, ça fait partie de notre travail que de démontrer, en particulier, le plus souvent, qu'il n'y a pas de débordement arithmétique sur les entiers. Donc on fait des modélisations mathématiques des entiers de la machine, c'est pas forcément très compliqué, et puis on prouve que toutes les opérations qu'on a pu faire, aucune d'entre elles n'a provoqué un débordement de la capacité arithmétique. Donc là, j'ai pas eu besoin de le faire, mais quand on prouve des programmes écrits dans d'autres langages, C, Java, ou des choses comme ça, on le fait, c'est important. Donc on peut ne pas le faire en première approximation, mais au risque effectivement de voir ces erreurs apparaître à l'exécution. Mais si on veut le faire, on peut le faire, on sait faire. Voilà. Mais du coup, par exemple, si on a fait le même programme en C sans étude du débordement, sans preuve de débordement, ça veut dire que le logiciel Coq a quand même approuvé un programme qui peut planter à un moment. Alors non. Non, parce que si je prenais le même programme en C, etc., et si je faisais cette preuve avec ma modélisation des entiers de la machine, j'aurais pas réussi à faire cette preuve. Parce qu'à un certain moment, ici, quand je fais cette multiplication par 2, j'aurais eu parmi tout ce que je dois prouver, le fait que cette multiplication par 2 ne déborde pas. Donc, par exemple, j'aurais pu m'en tirer en supposant initialement que A fois B n'est pas trop grand. D'accord ? Voilà, j'aurais pu... Ça aurait été un moyen de m'en sortir, quoi. Juste parce que, donc en gros, Coq connaît chacun des langages et connaît toutes les propriétés des langages. Alors c'est pas, alors là en l'occurrence l'outil que j'utilisais c'était pas Coq directement, donc c'était un outil que je développe avec des collègues de profs de programme, et en plus on a utilisé plusieurs démonstrateurs derrière, donc on aurait pu utiliser Coq. Mais oui, ça fait partie de notre travail, donc on modélise la sémantique de langages de programmation existants. D'accord, sans se tromper, ce qui est, voilà, pour l'arithmétique, mais pas seulement, pour la sémantique de leur construction, parce que des fois les langages ont des constructions qui sont complexes, et ça fait partie du travail.
Et merci pour l'exposé. Et est-ce que vous pensez que la modélisation est-ce que vous pensez que la modélisation de la sémantique du hardware sera un jour possible? Pas tellement du. Alors, il y a des gens qui l'ont déjà fait, d'accord. Même à plusieurs occurrences. En particulier, il y a des gens à Austin, au Texas, qui développent un logiciel d'assistance à la preuve qui s'appelle ACL2, qui est très vieux, un système très très vieux qui date des années 80. Et eux, ils ont en particulier une très grosse expertise de vérification de hardware. Et ils l'ont fait, y compris il y a très longtemps, même. Voilà, donc vous chercherez les preuves de matériel qui ont été faits avec ACL2. Ils ont travaillé avec AMD beaucoup et ils ont vraiment prouvé du hardware aussi. Donc oui, on peut le faire et on sait le faire depuis longtemps. Donc évidemment, ça prend plein de temps, hein, d'accord, c'est extrêmement coûteux, mais comme la preuve de programme, mais oui, on sait faire. Donc, D'accord, donc j'ai une dernière question sur un sujet un peu annexe. Vous avez dit que vous étiez directeur de recherche au CNRS, et là, il me semble qu'on a vu récemment dans la presse que le CNRS allait cette année recruter que 250 personnes au lieu de 300. Quel que soit le domaine, j'imagine qu'à l'INRIA, dans les autres organismes de recherche publique, et même à l'université, c'est un peu pareil. Donc, quelle perspective pour les jeunes chercheurs ou pour les futurs chercheurs dans la recherche publique, du coup, ou non publique? Vous n'aurez pas me risquer à répondre à ce genre de questions, mais je suis obligé de constater qu'effectivement, il n'y a pas beaucoup de postes pour les jeunes chercheurs chaque année. C'est vrai. Chaque année, en informatique, par exemple, vous avez une poignée de postes chaque année. Donc ça fait, je sais pas, peut-être une dizaine, ou quelque chose comme ça, ce qui est, au regard du nombre de doctorants en informatique, absolument microscopique. Et je suis le premier à le déplorer. Et donc c'est vrai aussi pour l'INRIA, où il n'y a pas beaucoup de postes. Et c'est vrai aussi dans les universités, où il n'y a pas beaucoup de postes de maîtres de conférences. Alors bon, il y a des départs à la retraite, donc des postes, il y en a toujours, etc. Mais force est de constater qu'il n'y en a pas beaucoup. Oui, je pense que je ne veux pas vraiment en dire plus, je le déplore, mais je ne fais pas partie des gens qui ont du poids sur ce genre de questions, malheureusement. J'ai une dernière question aussi. Au tout début de votre exposé, vous disiez que ce qui vous intéressait à la base, c'était l'intelligence artificielle, que suite à vos stages, vous avez trouvé un nouveau domaine. Mais avec l'essor de l'intelligence artificielle, est-ce qu'il n'y aurait pas... Enfin, en tout cas, est-ce qu'actuellement, vous vous intéressez peut-être de nouveau à ce domaine-là et peut-être moyen de faire un lien avec le travail que vous êtes en train de faire, ou je ne sais pas? Oui, alors c'est brièvement l'esprit de ma réponse tout à l'heure. Donc, moi, personnellement, peut-être pas, mais effectivement, je pressens que dans mon domaine de recherche, ça pourrait nous affecter. On peut tout à fait imaginer de l'apprentissage pour trouver des invariants de boucle, de l'apprentissage pour faire de la preuve de programmes automatiques. Oui, c'est tout à fait... c'est une piste de recherche, en tout cas, extrêmement intéressante. Mais voilà, je vais laisser ça à des experts de l'apprentissage. Mais je serais le premier heureux si ça pouvait m'aider dans mon travail de tous les jours pour prouver des programmes, bien sûr. Merci beaucoup pour votre temps pour l'exposé et pour la réponse aux questions. Merci beaucoup. Merci.